Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Dans cet épisode, il n'y a pas d'invité. On fait une FAQ, comme vous l'avez probablement deviné en lisant le titre. On a quelques questions qui viennent des archives. Certaines questions, il me semble, viennent de 2019, ont été posées à l'époque dans une ancienne FAQ. Et en fait, je les trouvais intéressantes, je les avais mises de côté et je n'étais jamais revenu. Donc on va y répondre aujourd'hui. La raison pour laquelle on n'a pas autant de questions récentes, c'est parce qu'on a prévenu personne qu'on allait faire cette FAQ, mais il y a une adresse email qui s'appelle faq@marketingmania.fr à laquelle vous pouvez envoyer vos questions et ça arrive directement dans une boîte mail spécialisée pour ces petites FAQ. Et ce qu'on va faire, c'est que pour que vous n'envoyiez pas votre question dans le vide sans savoir quand sera la prochaine FAQ, on va annoncer qu'on va en faire une dans un mois, donc dans environ 4 semaines, il y aura une autre FAQ. Si vous avez envie d'avoir votre question qui soit dans cette FAQ, il suffit de nous envoyer un email à faq@marketingmania.fr, sachant que si vous envoyez un audio de moins de 1 minute, c'est toujours privilégié, on aime bien. Sinon, une question texte, ça peut aussi passer. Sur ce, on commence par un audio que nous a envoyé Alex. Salut Stan. D'abord, je tenais vraiment à te remercier pour toutes tes vidéos et tes podcasts qui sont vraiment une source d'inspiration majeure pour mes projets, notamment ton podcast Nomade Digital qui m'a convaincu de me lancer dans l'aventure. J'aimerais lancer une chaîne YouTube en parallèle de mon activité principale qui est le dropshipping, mais davantage axée sur le développement personnel et plus à titre de passion et de partage que de business pour vendre des formations. Et il y a donc deux questions que je me pose. Est-il intéressant de traiter des thèmes ou des sujets différents sur une même chaîne ou faut-il forcément se spécialiser dans un domaine pour faire croître son audience? Et peut-on à la fois allier sérieux et humour sur une même chaîne? J'aimerais faire paraître ma personnalité à travers mon contenu, mais je me demande si être trop soi-même ne nous fait pas perdre en crédibilité auprès de son audience. Merci d'avance et je te souhaite à toi et ton équipe le meilleur pour 2019 et les années à venir. La première question ici, c'est de savoir s'il est important de se spécialiser quand on fait une chaîne YouTube. Donc globalement, c'est important de se spécialiser sur YouTube si tu veux vendre derrière un produit. Donc on parle souvent de vendre des formations et du coaching. Effectivement, si tu veux vendre des formations et du coaching, il faudra te spécialiser. Et la raison, c'est grâce au concept du problème dur dont je parle souvent dans mes contenus, c'est le problème douloureux, urgent et reconnu. Si tu veux que les gens achètent une formation ou un coaching, les gens n'achètent pas des formations et des coachings tous les jours. Et la plupart des gens n'achètent pas de formation et de coaching pour la plupart de leurs problèmes. Les gens achètent uniquement quand ils ont un problème dur qui va être bien spécifique et qui va être bien problématique dans leur vie. Ce que ça veut dire, c'est que si tu veux faire une chaîne YouTube et derrière vendre des produits, il faut que tu comprennes assez clairement à quel type d'audience tu t'adresses et quel type de problème tu vas résoudre. Parce que si tu parles de différents sujets parce qu'ils t'intéressent sur le moment, tu vas avoir du mal à attirer des gens qui ont un problème dur spécifique pour pouvoir leur vendre ta formation sur ce problème spécifique. Ceci étant dit, le problème dur, c'est beaucoup plus un concept de copywriting et de marketing et de vente et de conversion, plutôt qu'un problème de YouTube. Sur YouTube, est-ce que tu as besoin nécessairement de spécialiser une chaîne pour faire des vues et pour faire une chaîne qui t'amuse, et une chaîne intéressante et une chaîne qui apprend des choses aux gens? La réponse, c'est non. C'est important d'avoir un certain format, une certaine audience cible, que tu saches à peu près quel type de personnes te regardent et quel type de contenu ils vont avoir, et surtout qu'eux, ils sachent à quoi s'attendre quand ils vont s'abonner à ta chaîne ou quand ils vont cliquer sur une vidéo. Mais ça ne veut pas dire que tu peux parler que de un sujet, que de un problème quand tu fais une chaîne YouTube, juste voilà, pour faire des vues et pour avoir des abonnés sur YouTube. Donc si tu prends par exemple un des youtubeurs qui cartonne le plus dans le monde aujourd'hui qui est MrBeast, MrBeast il a plein de chaînes différentes, mais en fait il parle de plein de sujets différents et la raison pour laquelle il sépare ses chaînes, c'est plus parce qu'il s'adresse à différents formats. Donc il explique par exemple qu'il a sa chaîne principale et il a sa chaîne gaming, parce que tout le monde qui s'intéresse à sa chaîne principale ne s'intéresse pas au gaming. Il va avoir une chaîne philanthropie, il va avoir une chaîne pour ses vidéos plus courtes, etc. Et on peut imaginer ici avoir une chaîne réaction, il me semble d'ailleurs que c'est le cas aussi de MrBeast, donc de décliner les formats selon les différentes chaînes pour que les gens sachent quand même à quoi s'attendre quand ils s'abonnent à une chaîne, qu'ils n'aient pas sur la même chaîne MrBeast une vidéo qui lui a coûté 1 million à réaliser, qui a pris 6 mois de travail et une petite réaction ou une petite vidéo un peu plus humoristique. Il sépare quand même les choses, de manière à pouvoir séparer les formats, mais finalement dans ces vidéos il va parler de différents sujets. D'un certain point de vue, si tu regardes la stratégie de Marketing Mania nous-mêmes, on a à peu près la même stratégie, c'est-à-dire qu'on a la chaîne principale et on a fait la chaîne secondaire Marketing Mania Daily pour les podcasts et les réactions, des formats qui sont moins écrits, essentiellement, c'était la grande différence. Même si je dois avouer qu'aujourd'hui, je pardonnerai à tout le monde si c'est un peu confus la différence entre les deux, puisqu'on s'est retrouvé à faire des analyses très écrites également sur la chaîne Daily. Quelque chose, il va falloir qu'on réfléchisse où est-ce que la ligne se fait entre la chaîne Daily et la chaîne principale, c'est pas encore 100% rodé, mais tu vois que l'idée, c'est pas de dire je peux parler que de un sujet. Donc fondamentalement, une fois que tu as pris la décision sur l'audience que tu veux cibler, le type de produit que tu veux faire, le type de format que tu vas suivre, finalement, ce qui va lier ton audience autour d'un YouTuber, ça va surtout être la personnalité. Et donc là, c'est la transition vers la deuxième question, qui est la question de l'humour. Est-ce que l'humour, ça peut être bien pour une chaîne YouTube ou est-ce que c'est un désavantage? Évidemment que la plupart des grosses chaînes YouTube qui font des dizaines de millions d'abonnés sont des chaînes avec un élément de divertissement, avec un élément humoristique.
C'est pas forcément le cas si tu veux vendre. Il y a un vieux dicton qui dit que personne ne veut acheter chez un clown. Mais si tu veux faire du divertissement et si tu veux faire de la personnalité, si tu veux avoir une audience qui te suit, qui sont des fans, etc., l'humour est évidemment une très bonne manière de faire. Si tu regardes par exemple un youtubeur américain de développement personnel qui s'appelle Matt Davella, il a lui quelques éléments d'humour, quelques blagues, même si sa chaîne est principalement sérieuse. Il y a aussi un autre gars qui s'appelle Captain Simbad qui fait encore plus de vidéos humoristiques et qui fait des vidéos qui sont quasiment essentiellement des sketchs en parallèle de ses vidéos plus sérieuses de conseils, mais c'est ces vidéos de sketch qui ont vraiment fait décoller sa chaîne. Et si tu veux regarder quelqu'un qui va un peu trop loin peut-être dans l'humour pour le coup pour être pris au sérieux, il y a un gars qui s'appelle Vegetable Police, donc la police des légumes. Il a aussi une deuxième chaîne qui s'appelle Camera Conspiracies, et c'est un gars qui parle à l'origine de santé, de nutrition, de nourriture, mais ça part dans 70% de blagues, et finalement c'est un gars qui a un peu de mal à prendre au sérieux, même ses conseils sur la nutrition. Et sa chaîne Camera Conspiracies où il fait des tests de caméra, donc là qui est pour le coup un sujet bien spécifique, là c'est quasiment que de la déconnade. Mais c'est un gars qui est intéressant pour voir comment est-ce qu'il marie le côté humour et le côté contenu, et de voir ce qui se passe quand effectivement tu vas à fond dans l'humour. Voilà, c'est un gars qui aurait du mal à vendre des formations derrière sur ce qu'il fait. Mais un gars comme Matt Davella peut très bien le faire, et probablement un gars comme Captain Sinbad, même s'il fait pas mal de sketchs sur sa chaîne, peut encore le faire. Donc l'humour, même s'il donne des conseils, ne sera pas la fin de tout. Par contre, là où il faut vraiment que tu réfléchisses, Alex, c'est te dire sur cette chaîne, je suis là pour vendre des produits. Si oui, il faut effectivement que tu spécialises sur un problème dur et l'humour te sera moins utile. Si c'est une chaîne où tu es là juste pour partager, c'est un projet que tu fais à côté et tu as envie juste d'avoir une audience et de partager, d'avoir une certaine influence, dans ce cas-là, l'humour et de parler de différents sujets, de lier les gens autour simplement de ta personnalité sera largement suffisant. La question suivante nous vient de Jonathan qui nous a lui aussi fait un petit audio. Salut Stan, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite avoir la possibilité de vivre le style de vie qu'offre le digital nomadisme, mais qui souhaite quand même entreprendre et que son travail ait un impact positif? En l'occurrence, soit développer une compétence pour devenir freelance et peut-être ensuite se réorienter sur un business propre à soi, ou bien se lancer en tant que web entrepreneur dans un business en ligne et apprendre sur la route. Merci. Donc Jonathan, le point le plus important à prendre en compte ici, c'est le concept de besoin du marché. D'une part parce que le choix de s'il faut faire tel ou tel business, c'est pas juste le choix de ce que tu as envie de faire, mais c'est le choix de où est le besoin. Et plus largement ici, c'est l'idée de tu as envie de vendre aux gens ce qu'ils ont envie d'acheter. Tu as envie de trouver des gens qui ont déjà un besoin, déjà un problème, qui dépensent déjà de l'argent dans quelque chose, et tu as envie de te placer là où il y a déjà quelque chose qui est établi. Et donc, un freelance va plus souvent se baser sur des cash flows qui sont établis. Si tu prends l'exemple d'un consultant en Facebook Ads, c'est quelqu'un qui va se placer là où les gens dépensent déjà de l'argent. Si tu prends l'exemple d'un développeur web ou d'un quelqu'un qui va être un designer, etc., tu vas te placer sur quelque chose qui est établi. Les clients ont déjà l'habitude de payer pour ce type de service et il y a déjà quelque chose qui est établi. Versus un entrepreneur, il va falloir créer un nouveau cash flow, il va falloir créer une nouvelle dynamique, il va falloir te positionner de manière différente, ce qui fait que c'est un peu plus difficile. Il faut un peu plus d'innovation essentiellement. Tu peux très bien être freelance et être développeur web et jamais dans ta vie avoir une nouvelle idée de positionnement, et tu peux très bien être copywriter et simplement faire copywriter, et même s'il y a plein d'autres copywriters, tu peux être copywriter. Si tu veux vendre un produit, si tu veux, que ce soit en e-commerce ou n'importe quel type de produit, tu auras besoin de te positionner, de faire quelque chose mieux que les autres, ce qui n'est pas le cas en termes de freelancing. L'autre avantage du freelancing, c'est que tu as besoin de beaucoup moins de clients. Donc dans la plupart des cas, un freelance peut tourner avec 1 à 10 clients maximum par mois. Il y a peu de produits que tu peux vendre, et si tu en vends un par mois, tu es content. Mais en freelancing, tu peux très bien le faire. Donc pour toutes ces raisons, le freelancing va être généralement plus rapide. Donc si ton objectif c'est de dire je veux vivre le lifestyle du nomade digital, la réponse de quelle est la manière la plus fiable et la plus rapide d'y arriver, c'est effectivement d'être freelance. Bien sûr, il y a aussi des désavantages. Et le principal désavantage, c'est que ta croissance en tant que freelance va être limitée par ton temps. Mais ça, c'est un désavantage qui se pose qu'au bout d'un certain moment, puisqu'au départ, ton problème c'est de trouver des clients, que tu sois entrepreneur ou que tu sois freelance. Et le problème de la scalabilité, de savoir si tu peux aller à 10 000, 100 000 euros par mois, ne se pose bien sûr que beaucoup plus tard. Donc je pense que le principal avantage de commencer par du freelancing ou par du coaching, c'est de te forcer à te confronter à la réalité. Parce que les entrepreneurs qui sont des entrepreneurs débutants peuvent très facilement vivre dans les nuages pendant des mois ou voire des années. Donc on parle de gens qui ont une idée, qui travaillent dessus, ils vendent pas trop, ils n'ont pas trop de contact avec leur marché, leurs clients, et ils sont pas du tout confrontés à la réalité de en fait, concrètement, est-ce qu'il y a une personne qui a besoin de ce que tu es en train de me proposer? Est-ce que cette personne est prête à payer pour? Un freelance va très rapidement devoir se confronter à cette question.
de qui sont mes clients, est-ce qu'ils ont des besoins, etc. Il ne peut pas se cacher derrière le développement d'un produit pendant des mois ou des années, par exemple. Là où un formateur pourrait passer les 6 premiers mois de son business à créer sa super formation, là où un inventeur pourrait passer 3 ans à créer sa super invention et à faire des prototypes, un freelance, très rapidement, dès les premiers jours et dès les premières semaines, doit se confronter à est-ce que je peux aller appeler quelqu'un au téléphone et essayer de lui vendre mon produit. Pour cette raison, commencer par le freelancing, ça a beaucoup de sens si tu as envie de développer ces compétences de vente, de marketing, et ce que j'appellerais une discipline entrepreneuriale. Une discipline entrepreneuriale, ce serait l'idée de comment est-ce que je confronte le plus rapidement possible mon idée à une réalité du marché. Comment est-ce que je vais aller valider les choses. Et tu peux très bien avoir une grande discipline entrepreneuriale et être un entrepreneur qui fait les choses de manière très directe et qui va aller confronter son marché. Mais il y a pas mal de gens qui perdent beaucoup de temps en n'ayant pas cette discipline. Et le freelancing t'aide à l'acquérir. Le freelancing sera d'autant plus rapide si tu as déjà des compétences techniques. Donc techniques, mais c'est en fait tout service que tu peux faire. C'est-à-dire que pour être freelance, il faut 2 types de compétences. Il faut les compétences du freelance qui sont la vente, le networking, pouvoir pitcher tes projets, pouvoir gérer les projets, etc. d'une part. Et de l'autre, il faut les compétences qui ont trait au service que tu vas proposer. Donc par exemple, le SEO, les Facebook Ads, être un développeur, être un community manager, tout ce que tu veux. Et donc pour les gens qui ont déjà ces compétences, peut-être que tu as été SEO dans une agence, peut-être que tu as fait des développeurs dans une grande boîte et tu veux devenir freelance, là c'est vraiment un no-brainer. Tu vas pouvoir très rapidement vivre le lifestyle du nomade digital sans aucun problème et tu vas pouvoir ensuite transitionner vers un business entrepreneurial plus classique si tu le veux, en suivant ce que j'appelle la méthode Google. Donc la légende veut qu'à un certain point, Google proposait à ses ingénieurs de passer 20% de leur temps sur des projets expérimentaux de leur choix. Et c'est comme ça qu'on aurait inventé Gmail. Donc l'idée, c'est que tu veux passer 80% de ton temps sur ce qui te fait de l'argent aujourd'hui, donc être freelance, et 20% de ton temps sur un projet un peu plus expérimental, comme de la création de contenu ou un autre business. Donc moi, c'est comme ça que j'ai transitionné depuis freelance en Facebook Ads vers formateur. J'ai commencé à passer environ 20% de mon temps à créer du contenu, et quand mon contenu a décollé, j'ai passé 20% de mon temps à créer une formation, et quand la formation a décollé, j'ai switché dans sa dynamique, et du coup, j'ai passé 80% de mon temps à faire des formations et du contenu, et les 20% de mon temps restant à faire d'autres projets expérimentaux comme du logiciel, etc. Bien sûr, je me rends compte maintenant que j'ai enregistré toute la réponse à cette question sur le nomadisme digital, que cette question a probablement été postée avant le Covid, puisque comme je vous disais, il y a quelques questions qui sont un peu anciennes dans mon plan. Voilà, ceci étant dit, la réponse reste pertinente et la question de est-ce qu'on commence par du freelancing ou un business, voilà, la réponse est celle-ci. Je pense que généralement le freelancing est plus rapide et qu'ensuite tu peux très bien transitionner vers un business, que les compétences se transfèrent, mais d'un point de vue, c'est pas indispensable. Si tu peux avoir cette discipline entrepreneuriale dès le départ, et si tu peux avoir, si t'es pas pressé de générer des revenus dans les 3 prochains mois par exemple, si tu peux attendre 6-12 mois de commencer vraiment à vivre de ton business, alors tu peux très bien prendre la piste de l'entrepreneuriat directement et voilà, apprendre comme ça. La question suivante nous vient de Omar qui nous dit « Je suis étudiant en e-business à Bruxelles et je t'envoie ce message pour ta prochaine FAQ. Pour te placer dans le contexte, je suis assez jeune, 19 ans, et j'ai des capacités et des connaissances en marketing digital et en e-commerce. Je voudrais monter une agence marketing et vendre aux professionnels de ma région. » Les questions sont les suivantes. Comment me présenter en toute légitimité à ces professionnels afin qu'ils me prennent plus au sérieux et ne se focus non pas sur mon âge, mais sur mes compétences. Deuxième question, comment faire en sorte de créer l'urgence, ne plus les faire hésiter et faire en sorte qu'ils me laissent au moins l'opportunité de montrer mes capacités. Donc ici, Omar, il faut que tu comprennes dans cette dynamique le rôle que tu peux jouer, la carte que tu as, et la carte que tu as, c'est le jeune prodige. Donc moi, c'était un effet qui était quand j'ai commencé Marketing Mania et quand j'ai commencé mon business, où en fait, j'avais au départ 22, 23, 24 ans, je faisais assez jeune, et donc du coup, les gens étaient impressionnés par mon jeune âge. Et je jouais sur le fait que j'étais jeune. En fait, un point où tu as en fait 25, 26 ans, ça impressionne plus personne que tu aies monté ton business. C'est cool. C'est impressionnant à 22, 23 et en final, ça part assez vite. Donc aujourd'hui, c'est totalement disparu. Mais c'est quelque chose dont j'ai joué un moment pour le networking, etc. Les gens sont finalement assez impressionnés par une personne qui est jeune. Bien sûr, c'est une polarisation. C'est-à-dire qu'il y a des gens que ça va rebuter et il y a des gens que ça va attirer. Mais c'est une bonne chose d'avoir un élément polarisant. C'est un petit peu comme être spécialisé dans un certain domaine. Si tu es spécialisé dans quelque chose, il y a des gens que ça va attirer parce qu'ils ont besoin d'un spécialiste, il y a des gens que ça va repousser parce qu'ils n'ont pas besoin de ta spécialité. Donc ici, à mon avis, la stratégie, c'est d'aller trouver des boîtes qui sont dirigées par des entrepreneurs, pas des grosses boîtes qui sont générées par des bureaucrates, puisque un entrepreneur a plus un sens
de ce que c'est de commencer, il va plus se reconnaître en toi, il va plus voir que tu es un gars qui a la niaque, qu'il a envie de te voir monter, de te mentorer, etc. Versus un bureaucrate dans une boîte établie n'a pas forcément vécu le fait de partir de 0 à 19 ans et surtout n'a pas forcément envie de prendre ce risque. Alors qu'un entrepreneur qui a monté sa boîte, il peut prendre le risque et finalement, si ça marche pas, il se dira ben tiens, dommage, j'ai testé ce gars sur un petit projet et ça n'a pas marché. Donc ici, il faut que tu comprennes quelles sont tes forces et tes faiblesses. Ta faiblesse, c'est que tu n'as pas autant d'expérience, tu n'as pas autant de légitimité, tu n'as pas autant d'historique. Et donc, il ne faut pas essayer de faire semblant. Tu ne peux pas jouer à ce jeu-là si tu n'as pas les cartes dans la main pour jouer à ce jeu. En revanche, tu as le jeu de j'ai la niaque, j'ai des idées, j'ai de l'initiative, je vais me défoncer pour vous. Et ça, c'est une carte que tu peux jouer, notamment auprès d'un entrepreneur qui est capable de se reconnaître à l'intérieur. Au niveau de comment est-ce que tu peux démarrer avec les gens, il faut être prêt à travailler pour pas cher ou gratuitement sur des projets tests, mais uniquement pour la bonne personne. C'est-à-dire que tu ne veux pas travailler gratuitement pour des gens parce qu'eux, ils n'ont pas le budget de te payer. Il faut que tu travailles pour des gens qui ont le budget de te payer, mais qui, de manière intelligente et totalement rationnelle, ne veulent pas prendre le risque sur quelqu'un qui n'a pas été prouvé. Donc, ils te donnent un petit projet pas cher, ou ils te donnent un projet même gratuit, et toi, tu vas faire ce projet et prouver que tu as les compétences pour ensuite décrocher le gros projet payant. Donc ici, les critères, c'est que tu travailles uniquement sur des projets tests avec des gens sur qui tu pourras avoir un accès direct à l'entrepreneur, quand tu pourras avoir un impact dans les décisions, quand tu pourras potentiellement avoir une personne qui est bien connectée et qui peut te recommander à d'autres entrepreneurs, etc. Donc jamais travailler gratuitement pour des gens qui n'ont pas le budget, qui n'ont pas de connexion, qui débutent et qui sont paumés. Travailler uniquement pour des gens qui sont déjà bien en place. Et là, tu leur dis, voilà, moi, je peux faire ce projet, ça te coûtera pas cher, ou ça sera même gratuit, je suis prêt à bosser dessus. Et ça ne marchera pas à tous les coups, mais il suffit que tu trouves une bonne personne avec qui tu peux faire un bon projet test, qui derrière mène sur un autre projet, qui derrière mène sur une recommandation à une personne. Et c'est comme ça que tu peux monter quelque chose de très fort, même en étant jeune. La question suivante nous vient de Cédric qui nous dit, mes interrogations sont plus sur l'aspect organisationnel de ton travail, et particulièrement sur la progression du temps de travail et le niveau de délégation que tu as certainement mis en place progressivement. C'est particulièrement la progression qui m'interroge. Comment as-tu commencé, seul, accompagné ou avec un peu de sous-traitance? Et après, plus loin dans la question, Cédric me demande si j'ai été surpris par le temps que ça demandait de travailler sur un business ou si j'avais relativement peu de travail. Donc, pour répondre à cette dernière question en commençant, je travaille à peu près toujours autant qu'au moment où j'ai commencé. Donc, l'idée, c'est que certes, tu vas avoir plus de gens dans ton équipe, mais tu vas aussi avoir plus de projets, plus de choses à faire. Donc après, c'est une décision. Moi, j'ai toujours choisi de travailler à peu près autant, au maximum possible en fait, autant que je suis physiquement capable de travailler. Ce qui n'est pas non plus 12 heures par jour, parce qu'en fait, à partir du moment où tu fais que des tâches créatives et des tâches compliquées, je ne pourrais pas enregistrer 12 heures par jour. À un certain point, je tournerais complètement en rond et mon cerveau serait complètement cuit. Pareil, je ne pourrais pas écrire 12 heures par jour. Donc il y a une limite au nombre d'heures que tu peux travailler. Moi, je vais travailler généralement, on va dire, entre 6 et 8 heures par jour. Donc, c'est des heures vraiment très focus. Donc, ça ne correspond pas aux heures auxquelles tu serais dans le bureau. Parce que ça veut dire que si je vais prendre un café ou si je fais une pause de 10 minutes, je ne le compte pas dans mes heures. Donc, environ 6 heures par jour, c'est ce que je peux tenir de manière long terme. Et je peux monter à 8 heures et le pusher un petit peu s'il y a beaucoup de projets à faire, s'il y a beaucoup d'appels. Et globalement, ça s'est maintenu à peu près depuis que j'ai commencé dans mon business, c'est-à-dire quand j'avais personne. Et maintenant, quand j'ai une équipe, on est une dizaine de personnes et je te donnerai plus de détails à l'instant. Donc, comment est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé tout seul, évidemment. J'avais zéro budget à l'époque, j'étais étudiant, donc j'avais aucun budget. Je pense que si j'avais la connaissance que j'avais aujourd'hui et que j'avais un job à plein temps, ça peut avoir du sens au départ de prendre un assistant tant que le salaire horaire de son assistant est moindre que le salaire horaire que toi tu pouvais avoir. Mais à l'époque, mon salaire horaire, il était de 0 et je n'avais pas du tout d'argent et pas du tout de budget. Et bien sûr, je n'avais pas du tout les compétences et la confiance de déléguer des choses à un assistant. Donc, j'ai commencé tout seul. Mon premier finance, ça a été un monteur pour faire le podcast qui était très mauvais. C'était aux alentours de 2014. Et donc, en 2015, j'ai viré cette personne qui, je me souviens, avait appliqué 2 fois un filtre. Il n'avait pas du tout suivi la procédure et avait appliqué 2 fois un filtre à un son. Et du coup, le résultat était horrible. Je fais, mais tu écoutes le truc et tu vois que c'est dégueulasse. Moi-même qui ne suis pas professionnel du son, je vois que c'est absolument dégueulasse parce qu'on a impliqué 2 fois le même filtre sur le truc. Donc en 2015, j'ai recruté une deuxième personne pour le remplacer, un deuxième freelance qui était un ingénieur son qui s'appelle Gilles. Et on travaille toujours ensemble depuis 2015. Donc Gilles, évidemment, fait un boulot excellent. Il a fait le montage de tous mes podcasts, que ce soit le podcast Marketing Mania, le podcast à l'époque sur la séduction, le podcast Nomade Digital
Il a absolument tout vu, tout fait. Donc, c'était la première vraiment très bonne expérience que j'ai eue dans ce domaine-là. À partir de 2016, j'ai engagé du coup une autre personne pour m'aider sur la publication des podcasts, des vidéos, la mise en ligne, des formations, etc. Donc, un assistant vraiment sur les tâches relativement simples, relativement répétitives. Ça a été en 2016. On est resté ensemble jusqu'en 2018. Et en 2018, la raison pour laquelle on a changé, c'est parce que j'ai commencé à recruter mon équipe à plein temps. En 2018, c'était mon premier assistant opérationnel à plein temps. Donc en fait, quand je dis assistant opérationnel, chez nous, c'est une personne qui va faire à peu près tout, l'upload des vidéos, la mise en ligne des formations, le support client, etc. C'était un poste assez général puisque c'était en fait la première personne. Donc on était maintenant que 2 dans l'équipe, plus Gilles qui faisait toujours le montage du podcast. On était essentiellement 2 dans l'équipe à l'époque. On avait aussi d'ailleurs un monteur vidéo à l'époque. Donc on était 4, 2 full-time et 2 freelance en 2018. Et moi, je faisais tout ce qui était créatif et lui, il faisait énormément de choses à côté. Donc il avait un rôle extrêmement polyvalent puisqu'il était le seul employé de Marketing Mania en dehors de moi. En 2019, on a rajouté 2 autres personnes. On a remplacé l'assistant opérationnel qui allait été faire autre chose et on a pris un assistant marketing. Donc, on a séparé les tâches plus opérationnelles et de service client des tâches marketing comme préparer le podcast, faire le montage des vidéos, etc. En 2020, on a rajouté 2 personnes de plus à plein temps pareil qui étaient là sur le contenu, notamment sur la chaîne Marketing Mania Daily. Et on a lancé aussi Schoolmaker en novembre. Donc, on a recruté 2 personnes de plus pour Schoolmaker, une personne pour le succès client et un développeur. Et en 2021, au moment où j'enregistre cette vidéo, on a recruté 2 personnes de plus, une sur Marketing Mania qui était un monteur à plein temps et une sur Schoolmaker qui est un designer. Donc ça fait beaucoup de gens, beaucoup d'informations, mais tu vois en quoi chaque année j'ai progressé. J'ai progressé de une personne sur une tâche bien précise à une personne sur des tâches plus polyvalentes, à une personne plein temps sur à peu près tout, à plusieurs personnes plein temps sur chaque tâche. Et aujourd'hui, on est à 6 personnes sur Marketing Mania, inclus en moi, et 7 personnes sur le côté Schoolmaker. Encore une fois, ça m'inclut. Donc il y a plusieurs leçons que j'ai tirées de ces expériences sur la question de la délégation. La première, c'est que prendre des freelances en one shot, ça vaut rarement le coup. Parce que ça va prendre du temps de trouver la personne. J'ai jamais vraiment réussi à construire quoi que ce soit avec des freelances qui étaient en one shot. C'était uniquement des gens qui étaient en freelance de long terme et qui étaient là pour des années, qui avaient une compétence bien spécifique, comme le montage audio, le montage vidéo, et qui pouvaient rester avec moi pendant longtemps, ou des gens à plein temps. Et j'ai de plus en plus tendance à privilégier les gens à plein temps, simplement parce que j'ai besoin que les gens fassent beaucoup de choses pour moi et qu'ils soient vraiment impliqués dans mes projets, et pas juste qu'ils soient là pour faire un projet et partir. Donc ici, quand je vois les gens me poser des questions à ce niveau-là, il y a 2 choses qui sont pour moi des mauvais signes. C'est quand on me parle de sous-traitance et quand on me parle d'externaliser. Pourquoi ? Parce que sous-traitance, c'est vraiment quelque chose de dire, voilà, c'est un peu une tâche nulle, je vais la filer à quelqu'un et ça n'a pas d'importance. Ce qui peut, je suppose, dans certains business exister, mais globalement, les tâches de ton business sont importantes et c'est important de les faire bien. Et je ne traiterai pas ça comme une sous-traitance que je vais passer à quelqu'un pour pas y penser, mais plus de comment est-ce que je vais le donner à quelqu'un qui va le faire très bien, qui va prendre en main ce process et qui va l'améliorer. Et quand on parle d'externaliser, je ne suis pas fan parce que si quelque chose est important dans ton business, tu ne veux pas l'externaliser. Tu veux l'internaliser avec quelqu'un dans ton équipe qui fait les choses très bien. Tu vois, si tu dis j'externalise tout ce que je ne fais pas, ça veut dire que tu penses à ton business comme une personne. Moi, je pensais à mon business comme une organisation, comme une équipe avec un certain nombre de personnes. Donc tout ce que l'équipe fait, c'est pas sous-traité, c'est pas externalisé, c'est l'équipe qui le fait. Les tâches que moi je ne fais pas sont faites par quelqu'un d'autre, c'est parce que ces tâches sont importantes et c'est important de les faire bien. Donc ici, l'évolution que tu vas avoir, c'est de commencer par tout faire tout seul. Ensuite, tu vas commencer à déléguer des tâches. Mais où ça va commencer vraiment à devenir intéressant, c'est quand tu commences à déléguer des projets, puis tu commences à déléguer des décisions et tu commences ensuite à déléguer des business entiers. Le but ici, c'est de monter une vraie équipe de professionnels plutôt que des gens qui travaillent à la pièce. La question suivante nous vient de Alexandre qui nous demande où trouver un assistant pour m'aider. Je n'ai pas assez de travail à donner ni les moyens d'avoir un employé à plein temps pour ça. Donc ici, il y a 3 endroits où tu peux te diriger, Alexandre. Et le premier, c'est ton audience ou tes clients. C'est généralement le meilleur endroit où trouver des gens qui comprennent ton business. C'est le cas, bien sûr, si tu fais du contenu comme moi dans le domaine du marketing, mais j'ai vu des gens qui faisaient du contenu dans le domaine du sport, etc., et qui trouvaient leurs meilleurs employés dans leur audience. Et si tu fais de l'e-commerce, tu as probablement des clients qui peuvent être intéressés par ce que tu racontes. Ça ne marche pas dans 100% des cas. Il y a des gens qui n'ont absolument pas de gens dans leur audience qui peuvent être intéressés par ce qu'ils font ou leurs clients ne sont pas du tout qualifiés pour. Si tu fais du B2B, tu peux forcément recruter tes clients, mais c'est souvent le meilleur endroit où se tourner. Deuxième endroit où se tourner, c'est les groupes Facebook et les groupes LinkedIn d'entrepreneurs. Donc les endroits où il y a des gens qui sont des entrepreneurs. Et c'est pas toujours une bonne idée de recruter des entrepreneurs, mais si tu as besoin d'un assistant qui peut reprendre plein de tâches, qui a un dynamisme, une force de proposition, recruter quelqu'un qui est intéressé par l'entrepreneuriat et qui a envie d'apprendre auprès de toi et avoir une relation un peu de mentor avec toi
peut être un bon endroit où trouver une personne qui a la bonne mentalité, le bon dynamisme, la bonne capacité à se structurer et qui est un peu moins dans une mentalité juste employé, je travaille, on me paye et puis c'est fini. Le troisième endroit où tu peux te tourner et sur lequel je me tournerais vraiment que si j'avais pas trop d'autres options, c'est tout ce qui est les job boards de freelance. Donc là, tu as Malte, Upwork, etc. Tu as de tout et de rien. Tu as des gens qui sont talentueux là-dedans comme partout, mais globalement, ils ne sont pas forcément dans le bon mindset par rapport à ce que moi je rechercherais dans un assistant qui peut ensuite se développer au sein de la boîte. Et la qualité est assez variable. Il va falloir tester des gens, mais au moins tu as des gens qui recherchent là, et toi tu peux te placer et tester quelques personnes jusqu'à trouver le bon assistant. On va terminer par une question de Rémi qui nous dit « J'ai, suite à la lecture du livre de Stan, lancé ma chaîne YouTube qui a bien décollé, puis mon entreprise. Et je suis aujourd'hui très sollicité par mon audience. Ma question est donc la suivante. Comment déléguer la relation client lorsque ton business se fonde essentiellement sur ton personal branding ?» Ici, ma réponse va rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. La solution, c'est de recruter des gens de qualité. Je pense que même si ton business est basé sur ton personal branding, l'audience ne s'attend pas nécessairement une réponse de ta part à toutes les questions qu'ils t'envoient. Par contre, évidemment, c'est important d'avoir une réponse qui est qualitative, dans une mesure où si tu contactes quelqu'un et que c'est pas la personne qui te répond, tu as envie que la personne qui te réponde bien, quoi. Parce que sinon, tu te sens un peu trahi par cette personne, ce youtubeur avec qui tu as déjà une relation. Donc il faut encore une fois pas y penser sous un truc de sous-traitance, je veux déléguer la tâche, tant que c'est fait, je veux pas y penser, mais plus sous un angle de qualité. Je veux trouver une personne qui va pouvoir y passer plus de temps, puisque moi, à un certain point, j'ai plus le temps de répondre à tout le monde, ou j'ai plus le temps de mettre le même niveau de détail. Donc en recrutant quelqu'un qui va être focalisé là-dessus, ça va pouvoir être mieux fait, et moi préserver mon temps pour autre chose. Donc pour avoir ces réponses de qualité, il faut t'attendre à passer énormément de temps sur les premières semaines, peut-être les 6 à 8 premières semaines, pour construire les procédures et les modèles de réponse. Donc moi, quand j'ai recruté mon premier employé à plein temps, je disais tout à l'heure, c'était en 2018, pendant les premières semaines, on passait probablement plusieurs heures par jour à faire des allers-retours sur les emails, qu'est-ce que tu réponds à ça, qu'est-ce que tu réponds à ça, qu'est-ce que tu réponds à ça. Le truc, c'est qu'à chaque fois que moi je donnais les réponses, cette réponse allait dans un dossier, on écrivait une procédure sur quoi faire dans telle situation, on écrivait des modèles de réponse, je lui expliquais comment est-ce que j'abordais telle ou telle situation plus ou moins compliquée, et au fil du temps, il a commencé à pouvoir maîtriser 50%, puis 60%, puis 80%, puis 90%. Aujourd'hui, je pense qu'on est à 99% ou plus de réponses qui sont couvertes par ces procédures, plusieurs années plus tard, et donc il y a extrêmement peu de choses qui me remontent. Il y a peut-être 1 ou 2 messages par semaine qui remontent jusqu'à moi quand c'est vraiment une proposition qui est nouvelle et qui peut être intéressante, etc. Mais quasiment tout va être filtré en amont et les réponses vont être meilleures que ce que moi je serais capable de produire aujourd'hui, puisque simplement je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde dans le même niveau de détail. Pourtant, si aujourd'hui tu envoies une question à Marketing Mania sur une formation ou même une question juste comme ça à notre email, on va vraiment prendre le meilleur soin de te faire la meilleure réponse possible. Donc finalement, le service client est aussi bon que ce que moi je faisais à l'époque quand j'étais tout seul et que j'avais peu de demandes, et beaucoup mieux que ce que je serais capable si je le faisais tout seul. Mon bilan par rapport à tout ce que j'ai pu faire dans ma vie en termes de délégation, en termes d'équipe, c'est que déléguer le service client, c'est relativement facile. Ça ne veut pas dire que c'est facile et que c'est rapide et que c'est simple, mais c'est relativement facile par rapport à déléguer d'autres tâches comme la création de contenu, gérer des nouveaux projets, etc. Dernier point que je te donnerai ici, c'est que si tu veux déléguer la relation client, c'est important de trouver un moyen de garder le contact avec ton audience. Donc il y a différents moyens de le faire. Moi, mon principal canal pour garder la relation avec mon audience et mes clients, c'est de faire mes consultations. Donc je fais des consultations chaque mercredi où je réponds en vidéo à toutes les questions qui m'ont été posées par mes clients dans mon forum Marketing Mania Insiders. Donc ça me permet de toujours comprendre quelles sont les interrogations que les gens ont, sur quoi ils travaillent, quels sont les projets qui sont en vogue, quelles sont les nouvelles méthodologies dont on parle, est-ce qu'il y a des nouvelles idées, des nouveaux outils qui remontent dans les consultations, et aussi de comprendre qu'est-ce qui plaît aux gens de mes formations, là où est-ce qu'ils sont bloqués, qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Donc c'est une manière pour moi de garder le contact. Bien sûr, les FAQ, comme je suis en train de le faire, sur une autre manière de faire la même chose. C'est juste que dans les FAQ que je fais, je ne les fais pas aussi souvent et je ne réponds pas à toutes les questions. On a beaucoup plus de sélection que dans les consultations où je réponds à toutes les questions. Mais finalement, tu peux aussi simplement lire les emails et les commentaires. Même si tu délègues la gestion de la boîte mail, tu peux encore lire la boîte mail pour voir les emails qu'on t'envoie et comprendre ce qui se passe. Moi, je lis pas mal d'emails qui me sont remontés par la personne qui gère le service client, qui me dit, voilà, sur la nouvelle formation, il y a telle et telle question, et me les fait remonter, et je vais m'en servir dans un futur email, dans une future page de vente, pour être sûr de bien préempter les objections que les gens peuvent avoir. Et bien sûr, tu peux aussi lire les commentaires sur les vidéos, trouver un moyen d'avoir un contact, même si tu réponds pas, parce que tu peux consommer beaucoup plus d'informations et tu peux lire beaucoup plus d'emails. C'est pas très compliqué de lire 20 emails par jour, de les survoler. Répondre à 20 emails par jour, c'est déjà un gros investissement en temps.
Donc trouve comment garder le contact, trouve une personne de qualité pour le faire, passe le temps avec cette personne de développer des procédures et de développer une bonne manière de répondre. Et si au départ, la personne, pour chaque email, doit te poser une question, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'elle ne te pose pas 2 fois la même question. Donc une fois qu'un email a été répondu, une fois que la solution a été trouvée, que cette personne soit ensuite capable de l'implémenter lui-même et bien sûr d'extrapoler sur des cas qui sont similaires. Sur ce, c'est la fin de cet épisode du podcast Marketing Mania. Si vous voulez avoir votre question dans la prochaine FAQ qui aura lieu dans un mois, envoyez-la à faq@marketingmania.fr. On privilégie les gens qui nous ont envoyé un audio de moins de 1 minute. Vous pouvez aussi envoyer une question au format texte si vous voulez absolument pas faire d'audio. Et puisqu'on a parlé beaucoup de productivité, de temps et de délégation dans cet épisode, je vous rappelle que j'ai une formation en ligne gratuite sur ma méthode des 90 jours qui est sur marketingmania.fr/productif, qui vous explique ma méthode de productivité, puisque ça ne sert à rien d'essayer de déléguer, de gagner du temps de cette manière, tant que vous-même vous n'avez pas optimisé votre propre temps, votre propre organisation, vos plans de 90 jours, les tâches qui sont importantes, les tâches qui sont moins importantes, et cette méthode de 90 jours vous aide à le faire. Si ça vous intéresse d'aller plus loin dans la manière dont moi je m'organise, vous pouvez vous rendre sur marketingmania.fr/productif pour avoir la formation qui est gratuite de cet email sur la productivité pour les entrepreneurs. Pour ce, je vous dis à dans 2 semaines.